Aujourd'hui, faire l'acquisition d'une création, que ce soit une litho, une sculpture ou même un simple objet de design, bah, ça prend souvent exactement le même temps qu'acheter une paire de chaussettes sur Internet. Ouais, c'est le même rituel, quoi. Un clic, on ajoute au panier, et bim, transaction instantanée. C'est ça. Et même dans le monde physique, si on pousse la porte d'une galerie chic, on retrouve un peu cette même mécanique hyper glaciale. En fait, on flâne, on regarde l'étiquette, on évalue le prix et on sort la carte bleue. C'est très codifié. Absolument. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on décide de court-circuiter totalement ce système? Quand on refuse que l'humain s'approprie la toile pour laisser au contraire la toile choisir son humain. Ah, ça, c'est un renversement total de paradigme. Parce que la mécanique classique du commerce, elle repose sur des trucs bien définis, tu vois. Un vendeur, un acheteur, un produit. Dès l'instant où on sort de ça, on entre dans un territoire inconnu. Et ça demande une toute autre implication psychologique. C'est d'ailleurs précisément la mission de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On a rassemblé un duo de sources très particulier pour comprendre cette mécanique secrète. Des sources vraiment fascinantes pour le coup. Très, hein. D'un côté, on a accès à un enregistrement audio confidentiel. C'est la captation d'un salon privé en ligne animé par Catherine. Alors, c'est une artiste peintre basée à Bruxelles, une autodidacte acharnée qui a commencé sa carrière à 21 mains. Et qui a 47 ans de métier au compteur aujourd'hui. Exactement. Avec une longue spécialisation au départ dans l'art très exigeant du portrait. Donc elle maîtrise parfaitement son médium. Et de l'autre côté, on a un document analytique, un court fichier PDF, qui pose un diagnostic clinique sur la méthode radicale qu'elle a développée. Bon, décortiquons un peu tout ça, par quel bout est-ce qu'on prend cette révolution intime? Le point de départ idéal, c'est vraiment la genèse de l'œuvre centrale de cette discussion. Parce que sa méthode de partage, elle découle directement de ses conditions de création. Il faut se replonger dans l'ambiance très particulière de mai 2021. Ah ouais, la sortie des confinements. Voilà, le monde sort à peine des grands confinements de 2020. C'est hyper difficile, l'incertitude pèse partout. Et pour notre artiste, la conséquence logistique est brutale. Son activité principale, les portraits sur commande, s'arrête net. Plus de rencontres, plus de modèles, donc plus de commandes. Le vide absolu. Et au-delà de l'aspect financier, l'enregistrement audio révèle une vraie blessure morale. Elle explique avoir ressenti une colère immense face à une sorte de petite musique qui montait dans les médias de masse à l'époque. Ouais, ce discours ambiant. Ce discours qui suggérait que, face à l'urgence de la crise mondiale, l'art et la culture étaient soudainement devenus inutiles. Des trucs non essentiels, quoi. Et là, je fais juste une parenthèse super importante pour les gens qui nous écoutent. Notre intention ici, c'est pas du tout de refaire le débat sur les politiques de santé publique de l'époque, Non, pas du tout. ni d'émettre un jugement sur les médias de 2020. On reste d'une neutralité totale là-dessus. On cherche juste à comprendre la mécanique émotionnelle de l'artiste, parce que cette sensation d'inutilité, c'est le déclencheur de tout ce qui suit. C'est son carburant brut, en fait. Au lieu de se laisser abattre, elle explique que son instinct de survie a pris le dessus. Elle refuse cette étiquette d'inutilité. Une vraie rébellion. Ouais, une réponse radicale. Puisqu'on lui dit que son monde ne sert à rien, bah, elle va en créer un nouveau. Elle se focalise sur une meilleure version de la société, un espace purement vivant, lumineux, joyeux. Et pour matérialiser ça, il sort une toile vierge, immense. Immense, oui. Un carré parfait d'1,80 m sur 1,80 m. Et la dimension, c'est pas un détail, hein. 1,80 m, c'est l'envergure humaine. Quand tu te tiens devant, ça dépasse ton champ de vision périphérique. Une toile comme ça, elle se regarde pas, elle s'habite. C'est exactement l'image que j'ai eue en écoutant l'audio. Je vois pas du tout cette surface blanche comme un support pour peindre, mais comme une construction architecturale. Une sorte de refuge. Oui, une trappe de survie ou un portail gigantesque qu'elle construit coup de pinceau par coup de pinceau pour s'échapper physiquement d'une réalité devenue beaucoup trop anxiogène. Si l'on relie ça à une perspective plus large, c'est l'essence même de la création, vue non pas comme un loisir, mais comme un mécanisme de défense psychologique. L'art redevient vital, quoi. Exactement. Elle bâtit ce refuge qu'elle va appeler la sève. C'est une forêt immense. Mais pour construire ça, il lui faut une discipline technique assez folle. Maintenir une vision utopique sur presque 400 mètres carrés, c'est un défi. Et c'est là qu'elle partage son secret d'atelier. Un truc qui m'a scotché par sa simplicité. Comment on fait pour que la forêt peinte un mardi sous la pluie ressemble à la forêt peinte un jeudi au soleil 3 semaines plus tard? Ah oui, le problème de la cohérence visuelle. Comment on garantit que la lumière reste la même alors que notre propre humeur change? Eh bien, la réponse, elle tient dans de vieux pots de confiture. La trouvaille est géniale, honnêtement. Parce que peindre une œuvre de cette taille à l'huile, c'est un marathon. Ça s'étale sur des mois. Et l'œil humain est très faillible.
Oh ça, c'est clair. Si le peintre refait ses mélanges tous les jours sur sa palette, la fatigue ou la lumière de l'atelier vont modifier sa perception des teintes. Ce qui ferait des dissonances sur la toile. On verrait les jours passer à travers les changements de couleur. Exactement. Donc, les pots de confiture servent à figer la chimie. Elles préparent tous ces mélanges à l'avance et elles les scellent. Le verre empêche l'huile de s'oxyder, ça garantit ce qu'elle appelle une même vibration chromatique du début à la fin. Pas de rupture de ton. Voilà. Et pour ce tableau, influencé par le mois de mai, elle parle d'une gamme de véraniens. En gros, c'est une palette très spécifique de vert printanier et de jaune pour capter la lumière de la fin du printemps. Une immersion parfaite. Et ensuite, le processus démarre. Elle rassemble des photos de forêt pour faire une synthèse, elle trace une ébauche rapide au fusain. Mais là, quand l'huile commence à recouvrir la toile, tout bascule. On passe de la technique à une expérience presque mystique. Ah oui, les mots qu'elle utilise dans l'audio sont forts. Le tableau devient une entité à part entière. Elle décrit une vraie communication avec la sève. Le niveau de détail sensoriel est dingue. Elle raconte qu'elle se sent observée par la forêt. Alors qu'elle est cloîtrée dans son atelier à Bruxelles, elle entend le craquement des branches. Elle sent l'odeur de l'humus, de l'ombre. Exactement. La toile aspire son besoin de beauté. Et le point culminant, c'est la fin de l'œuvre. Elle affirme que c'est pas elle qui décide que c'est terminé. C'est le tableau lui-même qui s'impose et qui lui dit, je cite, « Basta, je suis accompli ». Ce qui est fascinant ici, c'est l'effacement volontaire de l'ego. La hiérarchie classique entre le créateur tout-puissant et la matière disparaît. C'est une relation horizontale, basée sur l'écoute. Attends, il faut que je fasse une petite pause philosophique là-dessus. Parce que ça me pose un vrai dilemme. Vas-y, je t'écoute. Si on suit cette logique, si c'est la forêt qui murmure les directives, la toile qui impose les couleurs et l'entité qui crie basta, est-ce qu'elle est encore la créatrice de l'œuvre ou est-ce qu'elle est juste un instrument, Hmm. un canal d'exécution biologique pour une image qui savait déjà comment elle voulait s'incarner? C'est un vertige théorique, ça. Est-ce qu'elle est autrice ou simple traductrice? Je pense que l'artiste serait d'accord avec cette remise en question. Se voir comme un médium ne diminue pas l'intensité de son travail. C'est vrai que techniquement c'est immense. Et surtout, ça explique le défi qui suit. Si on considère qu'on vient de donner naissance à une entité vivante, on ne va pas la traiter comme une vulgaire marchandise. C'est l'évidence. On va pas prendre cette forêt vibrante pour l'accrocher sous les néons d'une galerie pendant que des inconnus boivent du vin en commentant le prix. Ce serait insultant pour l'œuvre. D'où l'idée d'inventer une forme de diffusion radicalement différente, loin du marché. Un espace sur mesure, un sanctuaire temporaire. Et le plus fou, c'est qu'elle utilise Zoom pour ça. Un salon privé en ligne, ouais. Et l'orchestration est d'une précision chirurgicale. Ça dure exactement 30 minutes. Dès que les gens arrivent, la règle est stricte, micro coupé. Le silence est obligatoire. Et la mise en scène est hyper audacieuse. Mais carrément, elle commence avec des slides, des diapositives pour raconter la jeunesse du projet, le confinement, sa rébellion, les pots de confiture. Mais pendant toute cette narration, le tableau reste invisible. C'est fou de faire ça. L'écran ne montre que du texte ou des photos d'illustration. L'œuvre est cachée. L'ingénierie psychologique derrière ça est brillante. En masquant la toile, elle force les gens à abandonner leurs réflexes de consommateurs. Il n'y a rien à juger esthétiquement. Elle construit l'architecture émotionnelle avant le moindre contact visuel. J'ai tout de suite pensé à un blind date, en fait. Un rendez-vous à l'aveugle? Ouais, un rendez-vous à l'aveugle poussé à l'extrême. On tombe amoureux de l'âme de l'œuvre, de son combat, avant d'avoir le droit de voir son visage. Ça court-circuite notre jugement superficiel. C'est vrai. Au moment où la toile va apparaître, le cerveau ne dira pas « j'aime » ou « je déteste ce verre », il dira « je ressens l'urgence de ce verre ». C'est le triomphe du contexte sur le produit. Et une fois que l'histoire est racontée, c'est la révélation. Elle coupe sa propre caméra, elle met de la musique, des chants d'oiseaux sur Spotify, et dans ce silence total, la toile d'1,80 m apparaît à l'écran pour une longue contemplation. C'est là que ça devient vraiment intéressante, parce que c'est le moment précis où notre deuxième source, le petit document PDF, entre en jeu. Ce fameux diagnostic clinique. Voilà. Ce texte offre une grille de lecture éblouissante sur ce qui se passe dans cette salle Zoom silencieuse. Le PDF formule une distinction cruciale en une phrase. Il dit « Ce que tu es en train de construire là, ce n'est plus une présentation. C'est une mise en présence. » Une mise en présence. L'expression a l'air simple, mais ça change tout. La différence est énorme. Une présentation classique, c'est un vendeur qui montre un objet inanimé à un consommateur. Une mise en présence, c'est créer un espace vibratoire neutre
où l'humain et l'œuvre s'observent sur un pied d'égalité. C'est magnifique. Et le PDF conclut avec cette déduction. Et ça, c'est exactement ce qui peut faire qu'un tableau part sans jamais avoir été vendu. Partir sans jamais avoir été vendu. La transaction financière, le cœur des galeries d'art, devient juste un détail logistique ennuyeux. Ce n'est plus le but, c'est juste la conséquence d'une connexion émotionnelle. Mais ça soulève un problème logistique immédiat. Ah bah oui, une fois que la réunion Zoom est finie, que la caméra s'éteint, comment cette forêt géante choisit sa nouvelle maison en pratique? Là-dessus, l'artiste a une certitude absolue, forgée par ses presque 50 ans de carrière. Les œuvres ont une boussole interne. Elles savent avec qui elles doivent vivre. Ça me fait penser à l'histoire de son amie Brigitte d'ailleurs. Oh oui, l'anecdote géniale. Elle illustre parfaitement cette déconnexion entre l'artiste et la création. Elle raconte qu'un jour, elle va chez son amie Brigitte, qu'elle avait perdue de vue depuis une quinzaine d'années. Ouais. Elle découvre son nouvel intérieur et elle s'arrête devant un petit tableau, genre 20 par 50 cm, qui s'intègre parfaitement à la pièce. Et avec une admiration hyper sincère, elle demande « Il est incroyablement charmant ce petit tableau qui est l'artiste qui a peint ça ». Et le dénouement est délicieux puisque Brigitte lui répond avec un grand sourire narquois. « Mais c'est toi, Catherine ?» C'est un oubli tellement fascinant. Le cordon ombilical a été tranché si proprement et l'œuvre a pris tellement d'indépendance que l'artiste elle-même ne la reconnaît plus. L'œuvre est devenue une partie intégrante de la vie de son ami. Ça justifie complètement son approche dépouillée à la fin du salon en ligne. Il n'y a aucune incitation à l'achat, aucun compte à rebours. Elle dépose juste 2 liens dans le chat. C'est ça. Un lien pour ceux attirés par la sève et un autre pour découvrir d'autres œuvres. Ensuite, elle organise des appels téléphoniques individuels. La priorité va à la première personne qui ressent cet élan viscéral, cet appel intérieur. Et il y a un détail technique qui verrouille tout ça. Elle refuse catégoriquement de faire des reproductions de ses œuvres. Elle s'en dit incapable. C'est très logique en fait. Totalement logique. Si la sève est une entité vivante née d'une crise, imprimer des posters de cette entité, ce serait la cloner de façon grotesque. Son unicité n'est pas négociable. La vraie question posée en silence n'est pas « est-ce que cette image vous plaît ?», mais « ressentez-vous la nécessité d'héberger cette présence sous votre toit ?» Cela soulève une question importante quant à l'impact d'une telle philosophie sur notre rapport global à la matérialité. Si on accepte cette vision, on désintègre complètement le concept classique de l'acquisition. On le désintègre et on l'inverse carrément. Ce modèle pulvérise l'arrogance de la propriété. C'est plus l'humain qui possède l'objet. L'acheteur n'est plus ce dominant qui choisit un bel objet inerte pour l'assortir à ses rideaux. C'est la toile, cette énergie née du confinement qui jauge l'audience à travers l'écran et qui décide de sélectionner un humain pour l'accompagner. L'humain perd son rôle de propriétaire pour devenir un simple gardien. C'est beaucoup plus humble. L'acte d'achat se transforme en un droit d'hébergement temporaire, le temps d'une vie humaine pour une œuvre qui continuera sûrement son chemin après. Si on reconstitue le fil de cette architecture fascinante, tout commence par une crise globale où la création est jugée non essentielle. L'artiste canalise son injustice pour bâtir un refuge lumineux en figeant scientifiquement l'énergie printanière avec ses pots de confiture. Puis cette toile prend son indépendance psychologique jusqu'à imposer sa propre fin. Ce qui force l'artiste à inventer ce rituel de diffusion inédit, remplaçant la violence du marché par la délicatesse d'une mise en présence. Une transaction qui devient une adoption mutuelle. C'est vraiment un voyage conceptuel d'une richesse inouïe. Et la force de cette méthode, c'est que ça va bien au-delà de la peinture ou des galeries. Ça agit comme un miroir sur nos propres habitudes de consommation. Ah bah le défi est lancé. Ça nous force inévitablement à observer tous ces objets qui encombrent nos espaces de vie et à réévaluer leur densité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si un simple changement de posture, refuser la vitrine bruyante pour une mise en présence silencieuse, a le pouvoir de révéler l'âme d'une toile et d'établir un lien profond, imaginons ça à plus grande échelle. Ça donne à réfléchir, ouais. Que se passerait-il si on imposait ce même rituel de rencontre intentionnel avant de laisser le moindre objet franchir le seuil de nos domiciles? Que ce soit pour un outil technologique, un meuble ou même les vêtements qui touchent notre peau. Remplacer le clic compulsif par le silence. Exactement. Prendre le temps d'écouter ce que l'objet a à offrir. Quand on regarde autour de soi aujourd'hui, est-ce qu'on est entouré d'objets accumulés machinalement dans des paniers virtuels ou est-ce qu'on cohabite avec des présences qu'on a véritablement intimement choisi d'adopter?